Les Chicago Bulls auraient-ils eu autant de succès sans Michael Jordan ? Apple serait-elle une entreprise aussi puissante sans la vision de Steve Jobs ? La mode serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui sans Coco Chanel ? Salut, nous c'est Émile, Louis-Marie et Mélanie. Ça fait quelques années que nous entendons un peu partout que l'ancien monde s'essouffle et que nous arrivons vers quelque chose de nouveau. Nous avons le sentiment de nous trouver à un point de bascule de notre société et nous nous questionnons sur le rôle que nous avons à jouer. Nous savons que des initiatives visant à créer une société plus équilibrée, inclusive et juste naissent chaque jour un peu partout. Nous sommes convaincus qu'elles doivent devenir un mouvement plus global pour construire ce monde de demain et faire face aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous. Mais comment ? Comment mobiliser les forces, les talents, les compétences de tous, alors même que le chemin reste incertain et les motivations de chacun et chacune différentes ? C'est cette réflexion qui nous a amenés tous les trois à nous pencher sur le concept du leadership. Cette capacité qu'auraient certaines personnes à motiver, fédérer et engager, sans qu'on ne sache ni trop comment, ni trop pourquoi. Nous avons voulu comprendre d'où vient le leadership et comment celui-ci s'exerce et se répartit au sein de nos organisations. Petite précision, nous avons fait le choix dans ce documentaire d'utiliser uniquement le mot leader dans son accord au masculin, pour conserver son étymologie anglaise neutre et ainsi insister sur le concept de leadership plutôt que sur le genre de celui ou celle qui le détient. Nous avons débuté notre recherche en partant à la rencontre de 6 experts pour recueillir leur vision du leadership. Une question nous brûlait tout particulièrement les lèvres. Qu'est-ce qu'un leader ? Une personne qui a une autorité d'influence pour fédérer et mettre en action une équipe autour d'un projet collectif. Le leader, ça va être quelqu'un qui va avoir une vision, qui va vous entraîner, qui va vous montrer un petit peu le bout du chemin. Ma conviction est que le leader apporte une ambiance, une inspiration, une vision qui est assez unique. Il y a quelque chose d'authentique. Le leadership a un rôle de premier plan. Le leadership est fondamental parce que c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui fédère autour d'une cause commune. L'objectif du leadership, c'est de permettre à l'autre de passer à l'action. Et donc le leader, c'est celui qui va faciliter le passage à l'action de ses équipes ou des personnes qu'il a autour de lui. Un individu qui est capable de motiver, d'inspirer, de fédérer autour d'un objectif partagé avec son collectif. Vous l'aurez remarqué, il semble y avoir autant de définitions du leadership qu'il y a d'individus. Nous avons donc fait le choix de nous arrêter sur la vision du leadership portée par le chercheur américain Robert House, qui étudie ce concept et ses applications depuis maintenant plusieurs années. Un leader est une personne au sein d'une organisation qui est exceptionnellement douée pour motiver, influencer et fédérer afin de permettre aux équipes de contribuer pleinement à la réussite d'une mission ou d'une organisation. Or, il existe une multitude de manières de motiver, influencer et fédérer. J'avais lu une phrase d'un chercheur français qui s'appelle Jacques Rogeau, qui disait qu'il y a autant de modèles de leadership que d'individus sur cette terre. Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a plein de modèles de leadership. Des modèles de leadership identifiables émergent toutefois si l'on se fonde sur la classification établie par les chercheurs au fil des années. Le leadership est en effet une notion en constante évolution. Par exemple, dans les années 80, 3 types de leadership principaux coexistaient dans les organisations. Le leadership laissé-aller, avec peu d'intervention du leader. Le leadership transactionnel, qui se fonde sur l'allocation de contreparties en échange de tâches réalisées. Et enfin, le leadership transformationnel, qui vise à faire grandir et inspirer le groupe dans lequel s'intègre le leader. Avec le temps, on a vu d'autres modèles de leadership émerger, comme le leadership authentique, qui se construit autour des 4 piliers suivants. La conscience de soi, la relation transparente, un comportement éthique et un processus de décision équilibré. Il y a aussi le leadership charismatique, qui fait cette fois-ci appel à la confiance en soi, aux valeurs morales élevées et à un désir d'influencer. On a encore identifié d'autres modèles, comme le leadership de pleine conscience, le leadership positif, le leadership global plus, etc., etc. Cette diversité des modèles de leadership est d'autant plus difficile à appréhender qu'il peut sembler complexe de dissocier manager et leader dans les entreprises. Il s'agit pourtant de 2 postures bien distinctes. La différence entre manager et leader existe. Un leader, déjà, c'est une reconnaissance et un manager, c'est un statut.
Le manager, c'est celui qui va faire ce que les gens ne veulent pas forcément faire. Et le leader, c'est celui qui va inspirer les gens pour qu'ils fassent des choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé qu'ils pourraient faire. Le leader, ça va être quelqu'un qui va avoir une vision, qui va vous entraîner, qui va vous montrer un petit peu le bout du chemin. Le manager, c'est souvent celui qui va vous prendre par la main pour faire ce chemin. Un manager, il va fixer le bon cadre, la bonne organisation, que tout roule bien dans l'équipe, etc. Le leader, il va donner du sens. Donner du sens à ce cadre et faire en sorte que ça soit inspirant. Si instinctivement nous avons du mal à distinguer leader et manager, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est ce que nous avons appris du fonctionnement de la majorité des entreprises qui composent notre monde économique. Traditionnellement, les entreprises fonctionnent selon un modèle pyramidal, avec pour schématiser, les équipes de projet en bas et le top management en haut. D'après le chercheur canadien Henry Mintzberg, ce modèle se structure autour de quelques leaders bien identifiés dans l'entreprise. Le leadership peut être déterminant, mais il est souvent magnifié. Montrez à la presse une organisation qui a du succès, et la presse vous montrera un grand leader. Ces grands leaders font ainsi presque systématiquement partie du top management des entreprises pyramidales. Je partage l'opinion qui dit que finalement, dans nos grands groupes, avec notre organisation plutôt pyramidale et extrêmement silotée, finalement, quand on pense leader, on pense au chef en haut. Dans les organisations pyramidales, les leaders ont pour rôle de guider des équipes vers l'accomplissement de projets, souvent d'ordre économique, en fixant le cadre de réalisation de ceux-ci. Sans ces leaders managers, les entreprises traditionnelles auraient du mal à fonctionner. Les leaders ont en effet un impact positif tant sur le plan économique que sur le plan humain, qui n'est plus à démontrer. Le leadership produit des effets sur la performance des organisations, sur la performance des individus en termes RH, en termes d'engagement, de satisfaction, de motivation au travail, et puis également sur le bien-être des salariés. Il y a des études récentes qui montrent que ça a un effet sur le bien-être. Une méta-analyse parue en 2011, qui s'appuie sur plus d'une centaine de recherches, a établi un lien de corrélation entre leadership et augmentation de la performance. Cette étude montre que les leaders ont un impact positif significatif sur la performance des individus, des équipes et de l'entreprise. Cela étant, le leadership, lorsqu'il est concentré uniquement dans les mains du top management, pose quelques difficultés. Il y a un renouveau du leadership de façon générale. Il y a un renouveau du leadership, on veut être en rupture par rapport aux formes de leadership un peu plus classiques qu'on a vues et réinventer le leadership parce qu'on voit que les modes plus classiques ne fonctionnent pas parce que les attentes des clients, les attentes des salariés évoluent, parce que les enjeux de notre société, de notre planète évoluent. Et donc ça, je pense que ça pousse et ça encourage un renouveau du leadership. Il serait en effet nécessaire de renouveler le leadership car l'organisation pyramidale tend parfois à limiter l'élan des équipes. La première, c'est que pendant 15 ans, j'ai géré mon entreprise pour les 3%. Alors qu'est-ce que c'est les 3%? Dans toutes les organisations, il y a toujours à peu près 3% de couillons. 3% de gens qui trichent, qui ne respectent pas la règle. Et moi, pour tenter de les contraindre, eh bien, je mettais des règles, des notes de service. Et je n'avais pas compris qu'en faisant ça, en fait, c'est toute l'entreprise que je punissais. Et eh bien, j'en limitais complètement la capacité d'action et de réaction. Mais la deuxième erreur est encore pire. Parce que je garde le pouvoir en mon giron, eh bien, je vais priver l'entreprise de sa plus belle richesse. La puissance de son intelligence collective. Imaginez 300 cerveaux qui, ensemble, ont décidé de servir la même vision de boîte. Et c'est moi, le patron, qui en privait l'entreprise. Faut être con quand même, hein. Casser un petit peu cette image, notamment dans l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur un petit peu visionnaire, le mythe, un petit peu la légende de la personne qui, un peu l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis persuadé qu'un collectif peut briller tout autant qu'une individualité, même si on aime individualiser, mettre un peu sur un piédestal une femme et un homme qui lead une entreprise. Et il y a plein d'organisations qui sont de très beaux exemples. Les limites du management centralisé nous conduisent à penser que le modèle des entreprises pyramidales ne permet plus, aujourd'hui, de fédérer suffisamment l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Les entreprises ont donc sans doute plus à gagner à répartir le leadership autrement dans leur organisation. Je pense qu'il est grand temps
d'amener tout un nouveau souffle dans les entreprises et de libérer ces énergies-là. Et on verrait d'ailleurs énormément de leaders sortir naturellement des équipes et pour le bien de l'entreprise. Encore faut-il que tout le monde soit capable de faire preuve de leadership. Cette capacité à donner du sens est-elle à la portée de tous ? Mener, engager et fédérer une équipe est-elle une compétence réservée qu'aux plus doués d'entre nous ? La question de savoir si le leadership est une compétence fondamentalement innée ou une capacité qui peut s'acquérir dans le temps fait débat au sein de la communauté scientifique. Des études sont parues en nombre sur le sujet. Parmi elles, 2 études ressortent encore particulièrement à ce jour. Une étude menée par la Harvard University en 2013 et une autre de la Kansas State University de 2015 avance que le leadership tiendrait pour 25% de notre génétique. Certains partiraient donc avec une prédisposition dans le développement de leur leadership. Toutefois, on peut conclure de ces études que nous sommes tous appelés à développer notre leadership, à condition d'en avoir l'envie et de s'y exercer. Maintenant, imaginons le cas de figure où un entrepreneur ne se sent pas leader dans l'âme. Il peut soit s'entourer, soit le cultiver, ce leadership. Un leadership, c'est pas inné, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Certaines personnes pourraient avoir des prédispositions, pourquoi pas. Pour autant, ça se cultive et c'est ce qu'on fait au travers de notre programme. Ça se cultive en gagnant confiance en soi, en apprenant tout simplement à être curieux, à avoir cette soif d'apprendre, parce qu'on cultive aussi sa confiance en soi en développant ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire. Ça se cultive en apprenant à mieux travailler avec les autres. Bref, le leadership, ça s'apprend. Bousculer l'idée reçue que le leadership, c'est avoir un grand poste et être au sommet d'une nation ou d'un pays, enfin voilà, d'une nation, d'une entreprise, et qu'on peut tous faire preuve de leadership. Que vous, moi, on peut faire preuve de leadership à un moment donné parce que voilà, on porte notre idée, on porte nos convictions. D'ailleurs, le leadership n'est pas une compétence que seuls les hommes possèdent. La deuxième chose que je voudrais que les gens retiennent, c'est que quand on parle de leadership, la plupart du temps, le leadership, c'est associé à une image masculine. Et que le leadership, c'est pas forcément être un homme, une femme peut faire preuve de leadership. Et que le leadership, ça inclut des valeurs aussi bien masculines que féminines et que toutes les jeunes filles peuvent faire preuve de leadership. C'est pas réservé aux hommes et qu'elles peuvent aussi porter leur voix et défendre leurs convictions. Et ça, je suis vraiment attachée à ça. Puisque tout le monde a la possibilité de faire preuve de leadership, nous nous sommes demandé s'il existait d'autres structures organisationnelles, sous-entendues autres que hiérarchiques, qui permettraient de mieux répartir le leadership au sein de nos organisations. Nous avons encore peu conscience que d'autres modèles organisationnels existent. Toutefois, quand on commence à s'y intéresser, on peut découvrir d'autres structures, comme celle des entreprises libérées. Dans ces organisations, chaque collaborateur et collaboratrice est libre d'entreprendre toutes les actions qu'il ou qu'elle juge pertinentes pour réaliser la mission de l'entreprise. Et rendre les ouvriers heureux, c'est très simple. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils font la chose et qu'ils soient totalement libres du comment. Et dans ces entreprises-là, les ordinateurs sont mieux des machines. Les ouvriers reçoivent les commandes. Ils savent pourquoi faire telle cadence, parce que c'est eux qui ont donné l'aval. L'ouvrier, quand on a une nouvelle commande, il faudrait faire 450 pièces à l'heure. On peut ou on peut pas. Et c'est lui qui décide. S'il dit on peut pas, on prend pas l'affaire. Il sait pourquoi il est sur cette machine. C'est lui qui a été le réceptionné. Il sait pourquoi il fait tel horaire. C'est lui qui a décidé. Donc il est maître de tout le pourquoi. Et par contre, il est totalement libre du comment. L'expression « entreprise décentralisée » peut aussi être utilisée pour désigner ce nouveau modèle organisationnel. On préfère celui plutôt d'entreprise ou d'organisation décentralisée, avec l'idée que dans une entreprise normale, le pouvoir est concentré en une, deux, trois ou plusieurs têtes qui vont constituer un codir, et nous, le pouvoir est décentralisé, renvoyé dans les 13 équipes qui constituent l'écosystème français de Make Sense. Et en fait, le pouvoir de décision se trouve dans ces équipes et non pas concentré en un codir ou un COMEX très centralisé. Donc voilà, on préfère le terme d'entreprise ou d'organisation décentralisée à celui d'entreprise libérée. Frédéric Laloux, auteur du livre Reinventing Organizations, parle quant à lui de modèle Opal pour désigner ce nouveau type d'entreprise. Pour lui, nos modèles organisationnels ont constamment évolué au cours de l'histoire, afin de répondre au changement des problématiques et des enjeux de nos sociétés.
Ainsi, l'organisation pyramidale telle que nous la connaissons aujourd'hui serait amenée à évoluer. Pour Frédéric Laloux, ce que l'on appelle entreprise libérée, décentralisée ou opale serait donc le modèle organisationnel le plus adapté à notre époque. Mais comment ça marche ? Alexandre Gérard nous explique le fonctionnement de l'entreprise qui l'a aidé à libérer. Comment ça marche aujourd'hui? Mais comme dans toutes les entreprises libérées. La clé de voûte du système, la vision et les valeurs. Au cœur du système, il y a la confiance, qui se traduit de 4 manières chez nous. La première chose, c'est que l'information n'est plus un enjeu de pouvoir. La seconde, c'est le principe du volontariat. Vous voulez participer à un groupe de travail qui va choisir le nouveau véhicule d'intervention ou le nouvel opérateur de téléphonie mobile? Il faut juste en avoir envie. Troisième principe, l'autocontrôle. Basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Et puis le dernier, probablement pas le plus simple, réussir à développer dans l'entreprise une culture de l'erreur. Non seulement l'accepter, mais l'encourager. Parce qu'elles sont davantage en phase avec les aspirations nouvelles de notre société, les organisations qui ont adopté ce fonctionnement semblent ainsi fédérer et motiver les collaborateurs et collaboratrices de façon remarquable, ce qui aurait notamment pour effet d'améliorer les performances globales de ces entreprises. Pendant ce voyage, il s'est passé quelque chose que je redoutais. Quelques jours avant de partir, une des équipes m'apprend qu'elle souhaitait engager la refonte intégrale de la rémunération variable du groupe. Glups. Vous imaginez dans quel état je suis à ce moment-là? Ils vont faire un travail incroyable. Pendant 9 mois, ils vont tous travailler, toute la boîte, pour reconstruire ce nouveau système. Et quand en mars 2013, on met en place ce système simple de partage de la valeur créée, ça s'est passé comme dans les livres. Le chiffre d'affaires a pris 15% sans rien faire d'autre. Mais surtout, la marge a été multipliée par 4, faisant de 2013 la meilleure année depuis la création de l'entreprise. Alors quand vous revenez de voyage, et que vous voyez que l'entreprise va beaucoup mieux quand vous étiez là. Cette amélioration de la performance a également été observée par Frédéric Laloux. Peu importe leur taille, leur âge ou le secteur d'activité, il remarque que des centaines d'entreprises ayant franchi le pas de l'entreprise libérée ont atteint de meilleurs résultats. Par exemple, l'entreprise néerlandaise Buurtzorg, qui regroupe 7000 employés, est devenue leader aux Pays-Bas dans le secteur des soins à domicile. Une étude menée par EY estime que Buurtzorg est ainsi 40% plus performante que les entreprises du même secteur. Le cabinet conclut que si toutes les entreprises du domaine de la santé aux Pays-Bas fonctionnaient comme Buurtzorg, la sécurité sociale néerlandaise pourrait faire l'économie de 2 milliards d'euros. Buurtzorg n'est pas un exemple isolé. Dans le secteur de l'industrie lourde, Favi, une entreprise familiale française, créée en 1957, doit elle aussi une amélioration de sa performance au passage au modèle de l'entreprise libérée. Le côté positif de l'entreprise libérée, c'est qu'on crache 20 à 25% de cash flow sans augmenter les prix depuis 1984, même en les baissant régulièrement parce qu'on fournit 60% du marché automobile européen où on baisse les prix de vente. En fait, le positif, c'est ça. Mais ce qui est positif, c'est que les 20 à 25% de cash flow pendant 30 ans, là où nos confrères en font 5 ou 10, c'est fait par le bonheur des salariés, pas par la contrainte et le contrôle. C'est ça, l'entreprise libérée, ça crache un maximum de... Alors, je mets ça en avant, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rêver, l'entreprise libérée, on a l'impression que c'est le Club Med. C'est une machine à faire du fric remarquable, mais par le bonheur des gens, pas par la contrainte. Favi, Buurtzorg, Innovon, Make Sense sont autant d'exemples d'entreprises libérées, décentralisées ou opales. S'il y a autant de noms pour décrire ce nouveau modèle organisationnel, c'est qu'il n'y a pas de recette magique ou de mode d'emploi pour l'appliquer à son entreprise. En effet, il revient à chaque structure de développer son propre cadre de fonctionnement, adapté à sa réalité. Mais je pense que quel que soit le nom qu'on lui donne, libéré, décentralisé ou entreprise opale, comme l'appelle Frédéric Laloux, en fait, chaque entreprise reconstruit et construit un petit peu tous ces processus. C'est du fait maison à chaque fois et c'est impossible de plaquer un modèle en disant on est sûr que ça va marcher. Il faut tester, retester, reconstruire, parfois défaire pour arriver à trouver un modèle qui fonctionne un peu à chaque organisation. On est tous donc à la recherche des modèles. Et assez rapidement, on a compris qu'il n'y a pas de modèle d'entreprise libérée. Que c'est une philosophie. Juste quelques principes et quelques convictions.
que rechercher un modèle est une erreur, une distraction. Que la question est-ce que toute entreprise peut être libérée n'est pas bonne. Que la vraie question est-ce que tout patron d'entreprise peut devenir un leader libérateur. Malgré les spécificités organisationnelles de chaque entreprise, libérée, décentralisée ou opale, la responsabilisation de l'individu joue à chaque fois un rôle central. Dans ces nouveaux modèles, la répartition de la prise de décision, et donc du pouvoir, se fait en effet à l'échelle de toute l'entreprise. Ce contexte fondé sur la liberté et la responsabilisation est propice à l'expression du leadership de chacun. Mais sommes-nous tous et toutes prêts à accepter ce poids de la responsabilisation et à devenir des leaders ? Je ne pense pas non plus que tous les êtres humains ont envie d'être leaders. En coaching, évidemment, je coach des dirigeants, mais également leurs équipes. Et dans les équipes, je rencontre souvent des gens qui sont très contents d'avoir un leader et de pouvoir suivre l'inspiration de quelqu'un d'autre. Parce que ça n'est pas facile, y compris pour les collaborateurs, de tout d'un coup être libérés. Moi, j'ai connu des équipes qui étaient extrêmement contentes d'arriver tous les matins avec la pile de dossiers à faire. Ils savaient quoi faire et le soir, ils partaient heureux, parce qu'ils étaient aussi heureux de faire ça, d'avoir fini finalement la pile de dossiers qu'ils avaient à faire. Et je pense qu'on a tous cette conviction-là profonde à un moment donné de défendre quelque chose, et là on fait preuve de leadership. Je pense que peut-être que oui, il y a des choses qui ont été cassées, où notre représentation du leadership elle a été erronée, et qu'en fait c'est pas forcément quelque chose de négatif. Avoir des responsabilités, c'est aussi de défendre, de transcender quelque chose, une responsabilité pour servir quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Une phrase que je vais emprunter à Richard Tierling, l'ancien patron d'Harley Davidson. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est que les gens n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on peut changer, bouger de montagne. Mais alors, si nous sommes toutes et tous appelés à être responsables et à devenir des leaders portant une vision et des convictions, comment faire pour que l'harmonie demeure au sein du collectif ? Vous imaginez la planète entière peuplée de Elon Musk, ce serait, je pense, quelque chose d'assez invivable. Une terre peuplée d'Elon Musk serait très probablement invivable. Le risque serait que chacun cherche à imposer sa vision aux autres. Le collectif s'en trouverait alors affaibli et divisé. Pourtant, nous avons besoin de créer des collectifs performants afin de répondre de manière plus efficace aux défis qui se posent à nos entreprises et à notre société en général. Il faut vivre des expériences collectives positives pour apprendre à vivre ensemble et pour pouvoir faire face aux enjeux sociaux et environnementaux qui nous attendent. Et s'outiller sur notre capacité à faire ensemble, à titre individuel mais aussi à titre collectif, est essentiel pour pouvoir faire face aux enjeux qui arrivent. C'est pourquoi c'est essentiel pour nous qu'on mette en avant ces notions de leadership partagé, pour que chacun contribue au collectif, et c'est que collectivement qu'on pourra répondre aux enjeux derrière. Pour que le collectif monte en puissance, il serait donc nécessaire que chaque membre du groupe soit en capacité d'exprimer son propre leadership, tout en permettant et acceptant que les autres fassent de même. C'est ce que soutient en tout cas le chercheur canadien Henry Mintzberg, véritable référence sur le sujet du leadership. En d'autres termes, on a davantage besoin de ce qu'on appelle le leadership réparti. Cela signifie que le rôle du leadership est variable, qu'il est partagé entre plusieurs personnes dans un groupe selon leurs capacités et selon les conditions du moment. Henry Mintzberg va même encore plus loin dans son analyse en nous invitant à repenser notre rapport au leader en tant qu'individu. En réalité, il s'agirait de s'appuyer sur ce qu'il nomme le communityship, c'est-à-dire la force du collectif pour faire face aux défis de notre temps. Toutes ces recherches, interviews, discussions et échanges ont été pour nous l'occasion de mieux comprendre comment créer des expériences collectives réussies, à la fois sur le plan économique et humain. Nous en retenons que le leadership est essentiel pour motiver, fédérer, inspirer les individus et ainsi mettre le collectif en mouvement. Mais pour qu'il produise ces effets-là, il est nécessaire d'accorder toute notre attention au cadre dans lequel le collectif évolue. En effet,
La manière dont le leadership est réparti entre les membres de l'organisation impacte directement la performance de celle-ci. Faire reposer nos organisations et notre société sur quelques leaders charismatiques nous semble désormais insuffisant. C'est en ce sens que nous faisons aujourd'hui face à un défi organisationnel majeur. Nous sommes convaincus que nous devons tendre vers des modèles reposant sur un équilibre subtil entre, d'une part, des organisations qui permettent à chacun de s'exprimer, défendre ses idées, porter sa vision, implémenter et entreprendre ce qu'il pense être le meilleur pour le collectif. En quelques mots, laisser chacun libre d'exprimer son leadership, et d'autre part, des organisations créant un cadre propice à articuler et à harmoniser tous ces différents leaders dans le but de répondre efficacement à nos nouveaux enjeux. Mais arriverons-nous à créer des modèles organisationnels qui permettent à chacun d'exprimer son leadership? Arriverons-nous à devenir nous-mêmes des leaders et à exprimer collectivement notre leadership? Serons-nous en mesure de faire évoluer notre représentation du leadership? À nous de jouer.